Ibéré, je suis déjà abonné. Si tu peux t'abonner aussi, ce serait super, ça nous aide beaucoup. J'attendais d'apparaître dans tes vidéos, c'est fait aujourd'hui. Voici une question. Si ma maison commence à prendre feu, et que je vais sous la douche, et que j'ouvre l'eau, est-ce que je survis? C'est cette question qui paraît bête, parce que tout le monde se dit « Non, bien sûr que je sais ça, mais en fait on ne connaît pas exactement la réponse, qui est très importante et peut nous sauver la vie. » Reste jusqu'à la fin, je répondrai à cette question à ce moment-là. Je ne dirai pas que c'est une question bête, car je connais déjà la réponse. Il n'existe pas de question bête, et je suis sûr que la tienne ne l'est pas. Comment fonctionnent les satellites de télévision? Parce que je sais que l'antenne qu'on a à la maison doit être orientée vers un endroit précis, mais le satellite ne tourne-t-il pas autour de la Terre? Eh bien, cette question n'est pas bête, ni ici, ni en Chine, où le satellite va passer dans 15 minutes. La plupart des satellites que l'on lance tournent très rapidement autour de la Terre. Les personnes qui sont dans la Station spatiale internationale peuvent voir le coucher du Soleil plusieurs fois en 24 heures dans l'espace d'une journée, parce qu'elle tourne beaucoup plus vite que la rotation de la Terre. Il se trouve que si vous placez un satellite un peu plus loin, il peut tourner un peu plus lentement. Si vous l'éloignez encore plus, il peut tourner encore plus lentement jusqu'à atteindre un point où le satellite tourne exactement à la même vitesse que la rotation de la Terre. Et là, par exemple, vous pouvez avoir un satellite qui regarde le Brésil tout le temps. Il est verrouillé, tournant avec la Terre, regardant le Brésil. Cette distance est assez grande, d'accord? On appelle ça un satellite géostationnaire. Je vais vérifier la distance exacte pour vous, 36 000 km de l'équateur. À titre de comparaison, la Station spatiale internationale est à environ 400 km. C'est bien plus loin que nos satellites proches. Si le petit appareil est fixé là-haut, vous pouvez pointer une antenne sur ce satellite. Carlos Silva, membre de la chaîne. Voilà, ta question est répondue, hein? Il y a toujours au moins une question des membres ici dont Ibéré répondent. Quand vous enregistrez le Borave, le personnel vient-il vous voir? J'ai l'impression qu'une foule de gens vous regarde toujours tourner. Les photos, les gens en prennent tout le temps. Selon l'usine, il existe un profil d'âge particulier. Beaucoup connaissent Manual do Mundo. Lors du tournage de la vidéo du pneu, une personne émue est venue dire qu'elle avait choisi un métier technique et travaillait à l'usine grâce à Manual do Mundo. J'en ai été très heureux. Souvent, de nombreuses personnes assistent aux enregistrements pour vérifier qu'aucune information ou image sensible n'est diffusée. La plupart des usines possèdent un secret industriel. Mais qu'est-ce que c'est? Une machine, une méthode, un robot ou un ingrédient que les concurrents ne doivent pas découvrir, car cela améliore la production, réduit les coûts, etc. Et ils veulent éviter que cela figure dans la vidéo. Donc c'est normal qu'il y ait au moins une dizaine de personnes derrière la caméra. Au début, ça me rendait très gêné. Maintenant, je m'y suis habitué. Quelle est la plus grande difficulté pour aller sur Mars? Encore une fois, la réponse semble évidente. Elle est évidente, mais elle ne l'est pas. Alors, la Lune est l'endroit le plus éloigné où l'être humain soit jamais allé. 384 000 km, c'est la distance de la Terre à la Lune. Tu connais la distance jusqu'à Mars? Il n'y a pas de distance précise jusqu'à Mars. C'est un peu compliqué. Voici le Soleil. Ici, c'est la Terre. Ce pointillé représente l'orbite de la Terre, le chemin qu'elle fait autour du Soleil. Et là, c'est Mars. Ce pointillé représente l'orbite de Mars. Esse pontilhadinho é a órbita de Marte. Et tu peux imaginer, en regardant ce dessin, que la distance entre la Terre et Mars est celle-ci, n'est-ce pas? Si c'était cette distance, ce serait à peu près 54 millions de kilomètres. Mais tu dois avoir imaginé que la Terre et Mars ne tournent pas ensemble autour du Soleil. La Terre va beaucoup plus vite que Mars. Alors, il peut arriver une situation où Mars se trouve exactement à l'opposé de la Terre, bien plus loin que le Soleil. Et, dans ce cas, la distance est d'environ 400 millions de kilomètres. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire qu'il existe une distance fixe entre les deux planètes, parce que ces distances varient. Et en plus, ces orbites ne sont pas des cercles parfaits, non. Ce n'est pas un cercle parfait tracé au compas, mais plutôt un œuf, ce qui complique encore les calculs. Du moment où la Terre est au plus près possible de Mars, jusqu'à ce que les deux planètes se retrouvent à nouveau, il s'écoule environ 2 ans et 2 mois. Et ce tout près de Mars, c'est 140 fois la distance entre la Terre et la Lune. C'est vraiment très loin. Quand Mars est opposé, la distance équivaut à 1000 fois celle entre la Terre et la Lune. Et en plus, à cette distance, la lumière met environ 22 minutes pour aller de la Terre à Mars. Ça veut dire que, imaginez qu'une personne ait une douleur au ventre atroce là-bas et qu'elle appelle la Terre en disant « Les gars, je ne sais pas si c'est une appendicite, un calcul rénal, au secours, quel médicament je dois prendre ?»
Ce message met 22 minutes à arriver sur Terre. Puis, le médecin d'ici répond et le message revient. Responde e a mensagem volta. No total, ela esperou 44 minutes. Du moment de la question à la réponse. Imaginez que cette personne se dise « Je n'en peux plus, ça fait 3 jours que ça dure, je veux déjà rentrer ». La fenêtre d'approche des deux planètes est déjà passée. Il a dit « Là-bas, et 2 ans ? 2, parce qu'elle aura l'opportunité de revenir. Les gens aiment bien l'astronomie ici, hein ? Tous les points brillants dans le ciel, la nuit sont-ils des étoiles semblables au soleil ou y a-t-il autre chose ? Je vous jure que je suis ému quand je vois ces questions. Ce n'est vraiment pas une question évidente. C'est une question difficile à répondre et la réponse est incroyablement intéressante. Pour commencer, oui, la grande majorité des étoiles que tu vois là-haut sont d'une certaine manière similaires au Soleil. Il existe des étoiles beaucoup plus grandes ou plus petites. Parfois, ce qui semble être une seule étoile en regroupe en réalité plusieurs très proches, mais la plupart sont simplement des étoiles normales. Mais on peut voir au moins 5 planètes à l'œil nu depuis la Terre. Ces planètes, quand on les regarde sans télescope, sans rien, sans observer très attentivement le ciel, elles ressemblent à des étoiles. Tu vas penser que ce sont des étoiles. Donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont visibles depuis la Terre. Mais tu peux aussi voir des galaxies. Tu peux voir le petit et le grand nuage de Magellan et Andromède. Il y a aussi les comètes. Si une comète passe, tu verras un point traverser le ciel. Avec un peu de chance, ce sera plus qu'un simple point, mais c'est là-haut. Mais il y a aussi les nébuleuses, des nuages de gaz et de poussière. Tu peux observer la nébuleuse d'Orion à l'œil nu depuis la Terre. Il ne faut pas oublier les étoiles filantes, ces météores qui tombent et traversent le ciel, n'est-ce pas ? Cette boule de feu qu'on voit tomber, qu'on appelle d'ailleurs étoile filante. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les satellites artificiels. Par exemple, si la Station spatiale internationale reflète la lumière du Soleil, tu peux voir un point brillant traverser le ciel. Je recommande vivement cette appli présentée dans la vidéo sur 5 applis de réalité augmentée, Skyview. Et dans cette appli, tu peux taper ici « Station spatiale internationale » et ensuite tu pointes ton téléphone vers l'endroit où se trouve la Station spatiale internationale. Il te dit « Elle est là, regarde » ou alors il va te dire « Elle est en bas, de l'autre côté du monde, et elle passera devant toi tel jour à telle heure. » Enfin, tu peux voir tout ça dont j'ai parlé. C'est vraiment génial. Et béret, si voiture en anglais c'est car et homme c'est man, alors la personne qui s'appelle Carman, c'est un truc, un transformer. Ma question pour le live est déjà retenue. Sinon, pourquoi les nuages chargés d'eau ne tombent-ils pas ? Cette question est apparue pendant le dernier live qu'on a fait. On a joué à Seitruko en direct ici avec le personnel du manual do Mundo, et on n'a pas su répondre. Et la réponse est simple, elle tombe bien, sous forme de pluie. Prochaine question. Ici, c'est le manual do Mundo et on aime donner des réponses correctes. J'ai beaucoup fait de recherches sur ce phénomène. C'est bien plus complexe et intéressant que je ne le pensais. Pour commencer, voyons pourquoi une goutte d'eau, si elle est toute petite, vraiment minuscule, a beaucoup de mal à tomber. Ici, j'ai 100 ml d'eau. Si je verse cette eau, elle tombe, elle chute comme une pierre, n'est-ce pas ? Normal. Mais si je divisais cette eau en toutes petites gouttes, elle tombe beaucoup plus lentement. Il faut quelques secondes pour qu'elles atteignent le sol, mais les gouttes de ce spray sont beaucoup plus grosses que les micro-gouttelettes du nuage. La eau, elle mettrait plus de temps à tomber. Pourquoi ? La gravité n'attire-t-elle pas l'eau de la même façon ? L'eau a-t-elle la même densité que l'eau qu'on a ici en bas ? Quelle est la différence ? Quand on commence à diviser n'importe quel objet, sa surface devient de plus en plus grande. Regardez ce morceau de polystyrène, par exemple. Sa surface, c'est cette zone extérieure, d'accord ? C'est comme si on avait une coque tout autour. Si je coupe le polystyrène, on a la même surface qu'on avait avant, mais j'en ai gagné une ici, regardez. Il y a plus de surface. Si je coupe encore une fois, on en gagne une autre ici, regardez. Chaque fois que je divise, je gagne plus de surface, mais le poids de tout ça reste le même. Donc, si on continue à couper ce petit morceau de polystyrène, encore et encore, il va avoir de plus en plus de surface, de plus en plus d'air. Et les objets qui ont beaucoup de surface subissent beaucoup de résistance de l'air. Quand ils tombent, ils frottent contre beaucoup d'air. Une plume, par exemple, elle est super légère, mais elle a une surface immense. Au moment où tu la lances, elle a du mal à descendre. C'est la même chose pour un parachute. C'est pourquoi les petites gouttelettes d'eau descendent très lentement, voire presque pas. Il leur est bien plus facile de monter. Regarde. Prenons la mer, par exemple.
L'eau à la surface va commencer à s'évaporer. Et ici, on va avoir de l'eau à l'état gazeux. D'accord? Ça, c'est encore de la vapeur d'eau. Il se passe quelque chose d'intéressant dont je ne m'étais jamais rendu compte. L'air est principalement composé d'azote et d'oxygène, mais les molécules de ce gaz azote sont formées de 2 atomes d'azote et celles d'oxygène de 2 atomes d'oxygène. Donc, on va avoir N2 et O2, alors que l'eau, c'est H2O. Il y a un détail ici, c'est que l'hydrogène est extrêmement léger, alors que l'oxygène et l'azote le sont plus ou moins. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? Que la molécule d'eau est bien plus légère que les molécules d'oxygène et d'azote. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque nous avons des molécules d'eau mélangées dans l'air, ces molécules ont tendance à monter. L'air entier va monter avec elles. C'est comme quand on a un ballon à l'hélium, il est beaucoup moins dense que l'air et il monte. Ce qui va se passer ici, sur la mer, c'est que ça va commencer à monter. On va avoir de l'air qui monte parce que l'eau est légère. Rappelez-vous toujours qu'elle est encore à l'état gazeux, d'accord? Mais il va arriver un moment où tout cet air humide qui monte va rencontrer une couche plus froide. Et là, tu sais ce qui va se passer. La même chose qui se passe avec ta bouteille de soda bien fraîche. Ça va commencer à condenser, à former des micro-gouttelettes d'eau liquide, ou parfois même de la glace. Ce sont ces micro-gouttelettes ici qui forment le nuage. D'ailleurs, c'est pour ça que la base des nuages est généralement plate, parce que c'est à cet endroit que l'air humide rencontre le froid. Mais il y a encore un autre phénomène très intéressant qui se passe ici. Quand l'eau passe de vapeur à liquide, elle libère de la chaleur. Donc ici, ça va chauffer un peu autour de ces petites gouttes et la tendance, c'est qu'elles montent encore plus. Alors, vous avez remarqué qu'on a pratiquement 2 moteurs qui font monter ces petites gouttes. D'abord, l'air qui monte de bas en haut parce que la vapeur d'eau est plus légère que l'air. Et ensuite, on va encore avoir la condensation qui réchauffe un peu l'air et le fait remonter. Et c'est à cause de tout ça que le nuage reste là-haut, même s'il s'agit d'eau liquide. Bien sûr, il arrive parfois un moment où il y a tellement de petites gouttes ici qu'elles commencent à se rassembler. Et si elles commencent à se rassembler, c'est un peu comme si on prenait ce morceau de polystyrène et qu'on recollait les parties ensemble. Il arrivera un moment où la surface, la zone autour, devient petite et la masse devient grande. Alors, la pluie tombe. Il est important que je dise que j'ai posé cette question sur Twitter. Beaucoup de gens m'ont aidé, ont envoyé plusieurs textes, plusieurs vidéos. Mais il y a eu une personne en particulier, c'était Marina, son arrobase est juste en bas, qui a donné toute la réponse avec tous les détails. C'était vraiment sympa. Donc, merci Marina. Et Ibéré, toutes les eaux des rivières vont à la mer et la mer n'augmente pas. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on vient de voir, l'eau de la mer s'évapore et c'est pour ça qu'elle n'augmente pas. Mais attends, il y a un aspect très intéressant dans cette histoire auquel tu ne pensais peut-être pas. Tous les cours d'eau ne vont pas à la mer. Imagine les cours d'eau qui se jettent dans la mer morte, par exemple. Cette mer n'aboutit nulle part, elle s'évapore, elle disparaît sur place. On appelle bassin endoréique l'ensemble de cours d'eau se jetant dans un lac sans atteindre la mer. Ce n'est pas si rare, d'accord? Par exemple, la mer Caspienne est une mer sans accès à d'autres mers. Donc, tous les fleuves qui se jettent dans la mer Caspienne, qui est vraiment immense, sont des fleuves qui ne débouchent pas dans la mer. C'est-à-dire, la mer Caspienne est appelée mer, mais pas au sens de mer comme quand on pense à un océan. C'est cool, non? Si j'assure une voiture auprès de 4 compagnies et qu'elle est déclarée perte totale, puis-je recevoir 4 voitures neuves? J'ai beaucoup lu à ce sujet. Tu peux même faire 2 assurances pour la même voiture. Mais tu dois prévenir l'assureur que tu fais ça et au moment où il y a une perte totale, ils vont te payer au maximum la valeur totale de la voiture. D'accord? Peut-être qu'on partagera ou qu'on trouvera un accord pour te rembourser au maximum la valeur de la voiture perdue. Tu peux assurer 2 aspects différents de la voiture auprès de compagnies d'assurance distinctes. Par exemple, tu fais une assurance contre le vol et les collisions à un endroit, tu fais une assurance hautière à un autre, et il n'y a aucun problème. Le souci, c'est qu'au final, ça coûte plus cher. Il vaut mieux prendre une formule complète au même endroit. Mais j'ai découvert un point intéressant. L'assurance vie, tu peux en souscrire auprès de plusieurs compagnies différentes et elles vont toutes te payer. Enfin, elles vont payer aux personnes qui survivent, dans ce cas. Et ça, c'est parce que la voiture a une valeur fixe. On connaît la valeur de la voiture, c'est indiqué dans la cote FIPE. La valeur de la voiture, n'est-ce pas? La vie, non. Donc, tu peux avoir une assurance vie du montant que tu veux. Donc, il n'y a pas de problème, tu assures 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 ou 40 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 ou 40 000. Enfin, c'est bon. Guy demande pourquoi on n'arrive pas à retourner le feu à l'envers. D'abord, faisons un test ici, d'accord? Est-ce qu'on y arrive vraiment pas?
Regarde, j'allume le feu, enfin, j'essaye d'allumer le feu, il prend feu et il est dirigé vers le haut. Regarde. Vers le haut, même si je retourne l'allumette à l'envers, la flamme continue de pointer vers le haut. Le feu est un signe visuel d'une réaction chimique qui libère de la chaleur. Donc là, on a le combustible qui réagit avec l'oxygène et qui émet de la lumière. Et si c'est une réaction qui libère de la chaleur, ça signifie que les gaz là, le dioxyde de carbone, l'eau qui s'échappe, ils sont très chauds, ils vont monter. Donc on va avoir un cycle. Certains gaz montent pour occuper la place de ceux qui sont montés. De l'air avec de l'oxygène entre pour alimenter le feu. Donc il y a des gaz qui montent et de nouveaux gaz qui entrent. Ça, on ne peut pas le changer. Si tu retournes l'allumette à l'envers, ce qui est chauffé va monter de toute façon. Ça veut dire alors qu'en apesanteur, on aura un feu différent. Oui, le feu en apesanteur est vraiment étrange parce qu'on n'a plus ce cycle. Au moment où ces gaz chauffent, ils ne vont pas monter. Ils vont rester autour de la flamme et donc l'air frais n'arrive pas, ce qui donne une flamme un peu faible en forme de sphère, quelque chose de vraiment étrange comme vous pouvez le voir ici. Quand sortira le grand livre de biologie du Manual do Mundo? Pour la biologie, je n'ai pas de date exacte à te donner, mais celui de chimie va sortir bientôt. Je pense qu'on va sortir le grand livre de Chimica du Manual do Mundo d'ici juillet, à peu près. Et c'est vraiment génial parce que la chimie a toujours été l'un de nos points forts ici. On fait moins d'expériences de chimie aujourd'hui, mais vous vous rappelez l'époque du Super Chimica? Il y avait au moins une expérience de chimie géante par mois. On ne fait plus autant d'expériences de chimie parce qu'on en a déjà fait beaucoup et qu'on a épuisé le nombre d'expériences faciles ou moins dangereuses à faire à la maison. Pourquoi les animaux ont-ils des noms scientifiques? Celle-là est vraiment excellente. Ce n'est pas réservé aux animaux. Tous les êtres vivants, plantes et champignons ont un nom scientifique. Je vais te donner un exemple. Regarde la créature à l'écran. J'ai toujours appelé cet animal onça parda. Mais dans beaucoup d'endroits, on l'appelle puma. Les indigènes du Brésil, une partie chimique. Nous, on doit faire une expérience de chimie. Donc, on doit faire une expérience en montagne. Alors, imagine deux scientifiques en train de discuter. Tu vois? D'Argentine, du Brésil et des États-Unis. L'un dit cougar, l'autre dit susuarana. Non, le lion de montagne, ça devient un vrai bazar. Personne ne sait de quel animal tu parles. Donc, chaque être vivant doit avoir un nom unique. C'est ce qu'on appelle le nom scientifique. Peu importe où tu parles de cet animal dans le monde, il sera toujours appelé de cette façon. Généralement, ce nom scientifique est basé sur le latin. Donc, le nom de cet animal que je viens de montrer est Puma concolor. Ça fonctionne comme si c'était le numéro d'identification de ce puma. Pour écrire ces noms, en général, on les écrit en italique, d'accord? Si vous êtes sur l'ordinateur, la première lettre du premier mot est en majuscule. Ce premier mot, c'est le genre. Le genre est le groupe situé sous la famille dans la classification animale. Donc, nous sommes du genre Homo, le puma est du genre Puma. Il y a un autre petit animal là-bas qui est aussi du genre Puma. Il est très mignon, c'est un genre de chat très drôle. Et le deuxième mot est l'épithète. C'est ce qui définit l'espèce de l'animal. Donc, plusieurs animaux vont commencer de la même façon, n'est-ce pas? Le premier mot sera le même et ensuite on a un mot spécifique. Et c'est ainsi que le nom scientifique est formé. D'abord, pourquoi le collectif de capybaras n'est-il pas Capivarias? Écoute, j'allais juste lire cette question et rire, mais ensuite j'ai réalisé que je ne connais pas le nom collectif pour capybara. Quel est le nom collectif pour capybara? Par exemple, pour les loups, c'est une meute, non? Pour les chevaux, on peut dire un troupeau, non? Quand on voit ce groupe de capybaras ici, sur la marginale Pineiros, c'est quoi? C'est un troupeau. Mais à Bérémin, il n'y avait ni éléphant ni capybara. Les capybaras sont grands, mais pas aussi grands que les éléphants. Ah, on apprend quelque chose et on reste bloqué. Le mot troupeau peut désigner différents animaux. Selon mes recherches, le mot troupeau peut désigner un groupe de capybaras, d'éléphants, de bœufs, d'ânes, de chevaux ou de buffles. Il y a sûrement d'autres animaux que j'ai oubliés et d'autres choses dans le ciel non mentionnées qui ne sont pas des étoiles. Mon Dieu, il y a vraiment trop de questions. Ibéré, qu'est-ce qui va se passer quand les numéros du CPF seront épuisés? Est-ce qu'on va utiliser ceux des personnes décédées ou ajouter un chiffre à la fin au numéro? Est-ce que cela s'est déjà produit auparavant? Oui, cela s'est déjà produit auparavant, mais à ma connaissance, pas avec le CPF. Comprenons d'abord le numéro du CPF. Ce n'est pas un simple numéro quelconque, il a quelques petits secrets. On appelle les deux derniers chiffres le chiffre ou les chiffres de contrôle, n'est-ce pas? Que se passe-t-il?
L'ordinateur prend ces 9 premiers chiffres, fait un calcul avec eux, et le résultat de ce calcul doit correspondre aux 2 chiffres qui sont à la fin. C'est pour ça que lorsque tu tapes un CPF incorrect, l'ordinateur le remarque tout de suite, parce que le chiffre de contrôle ne correspond pas au CPF que tu as saisi. C'est une façon de vérifier si le CPF est correct ou non, sans avoir de base de données avec les informations de cette personne. Tu ne sais pas à qui appartient le CPF, mais tu sais qu'il n'est pas correct. À part ces 2 chiffres, le dernier chiffre du CPF indique la région où ce CPF a été délivré. Et là, oui, les autres chiffres sont libres. Donc, ça veut dire qu'on a 9 chiffres pour créer un CPF. En comptant que cette région va varier, on peut aussi compter sur ce chiffre, ça donne 1 milliard de possibilités pour que la population brésilienne atteigne ce nombre. Je ne sais pas si un jour on y arrivera. Juste pour vous donner une idée, le Brésil compte aujourd'hui 214 millions d'habitants. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant. Les gens meurent, mais le CPF de la personne décédée subsiste. Ainsi, il ne s'agit pas du nombre actuel de personnes, mais du total depuis la création de ce numéro. Ce numéro finira par s'épuiser, même sans atteindre 1 milliard d'habitants. On comptera 1 milliard de personnes ayant déjà eu un CPF une fois. Que fait-on alors, comme tu l'as mentionné? On ajoute un chiffre, non pas à la fin, mais généralement au début. Et c'est ce qui s'est passé avec les numéros de téléphone tout au long de l'histoire. Regarde cette vieille publicité ici à côté. Regarde la taille du numéro de téléphone. Il est tout petit. Aujourd'hui, les téléphones portables ont 9 chiffres. Quand j'étais enfant, les téléphones avaient 6 chiffres. Et je me souviens que le numéro s'est allongé. Aujourd'hui, les numéros de téléphone fixes ont 8 chiffres. On a toujours ajouté des chiffres au début. Il en a été de même pour les plaques d'immatriculation. Quand j'étais enfant, il y avait 2 lettres et 4 chiffres. Aujourd'hui, il y a déjà 7 caractères avec des lettres et des chiffres. Et cela donne une possibilité énorme. Parce que à la place de chaque chiffre, tu peux mettre 10 chiffres plus 26 lettres. J'aimerais qu'Ibéré explique comment ça fonctionne. Pigeon voyageur. Rien à voir avec un pigeon qui porte une lettre et connaît les adresses. C'est très important de ne pas dire qu'une chose n'a rien à voir avant de comprendre comment elle fonctionne. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, ce n'est pas n'importe quoi. Essayons simplement de comprendre comment ça marche, non? Ce n'est pas ainsi que marche le pigeon voyageur. Je ne mets pas l'adresse sur sa patte, il ne lit pas et ne pense pas à livrer la lettre au père d'Ibéré. Non. Le pigeon voyageur ne sait que rentrer chez lui. Donc, ce qui marcherait, c'est j'emmène le Pombo Correio dans ma voiture, puis je vais, je sais pas, jusqu'à Santo André, ici près de São Paulo. J'ai besoin d'envoyer un message à Marie. Je mets le message sur la petite patte du pigeon. Je l'attache, je lâche le pigeon et il revient jusqu'à ma maison. Il sait toujours rentrer. Il ne sait pas se rendre à une adresse autre que chez lui. Pourtant, il y a des faits intéressants. Un pigeon vole environ 30 à 50 km au maximum. Ils sont entraînés pour voler sur de longues distances. Donc, le pigeon voyageur, qui fonctionne vraiment comme un pigeon voyageur, ce n'est pas n'importe quel pigeon que tu attrapes dans la rue et que tu fais fonctionner comme ça. Il existe des compétitions de pigeons voyageurs pour déterminer celui qui va le plus loin. Certains parcourent plus de 1000 km avant de rentrer chez eux. Rister Ibéré, quelle est ta plus grande fierté et qu'est-ce qui te rend heureux? Beaucoup penseraient que je dirais Manual do Mundo. Il y a quelques années, j'aurais effectivement répondu ainsi. Peut-être Manual do Mundo, ou dire que passer du temps avec Marie, c'est ce qui me rend le plus heureux. Mais après qu'on a des enfants, oui, ça dépasse tout ce qui a déjà pu t'arriver dans la vie. Donc ce dont je suis le plus fier, c'est de voir les filles apprendre des choses, qu'elles me racontent leurs histoires, qu'on ait ces conversations. Et ce qui me rend le plus heureux, c'est de vivre avec la famille, de vivre avec elle, avec Elena, avec Marie, avec Melissa. Voyager ensemble, rire ensemble et tout le reste. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais allons-y à la question qui a ouvert cette vidéo. Et peut-être que tu as cliqué juste pour connaître la réponse, après tout, je choisis une question pour être le titre de la vidéo. Si la maison prend feu et que tu vas sous la douche, est-ce que ça va servir à quelque chose? Probablement pas. Et ce n'est pas parce qu'en étant mouillé, tu ne te protèges pas beaucoup du feu. C'est pire que ça. Si tu te mouilles, il sera peut-être un peu plus difficile pour une flamme de te blesser. Mais la grande majorité des personnes qui meurent dans un incendie meurent asphyxiées, parce qu'elles ont respiré la fumée toxique qui sont dégagées, ou parce qu'elles manquaient d'oxygène. Donc, à moins que le fait d'être enfermé dans la salle de bain t'isole du reste de la maison et empêche la fumée d'entrer, mais dans ce cas-là, le feu non plus n'entrerait pas. Ça ne servirait pas à grand-chose d'aller sous la douche. Ce qu'il faut faire, c'est se baisser et avancer près du sol parce que l'air chaud monte.
Si l'air chaud monte, la fumée toxique reste aussi en haut. Et en plus, la partie chaude, celle qui peut te brûler, elle sera au-dessus. Lors de Boravé chez les pompiers, je suis entré dans un conteneur en feu avec beaucoup de flammes à l'intérieur, et nous devions l'éteindre. Je ne pouvais pas du tout me lever. Si je me levais, je mourrais parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, en haut et en bas, c'était beaucoup plus frais. Mais en résumé, ce qui peut vraiment te sauver la vie, c'est de t'accroupir en cas d'incendie et de trouver un moyen de sortir de là sans respirer la fumée toxique. Honnêtement, j'ai vraiment envie de tourner une série où j'explique ce qu'on doit faire dans ces situations d'urgence. Mais une vraie série, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire si la maison prend feu sans partir dans plein de suppositions? Peut-être discuter avec un pompier, ce genre de choses. Ouais, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez cette série intéressante, si vous regarderiez ce genre de vidéo. On aurait du mal à reproduire ces situations, d'accord? Par exemple, si je me retrouve dans une voiture tombée à l'eau, que dois-je faire? On ne va pas jeter une voiture à l'eau, mais il serait utile de savoir comment réagir dans cette situation. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas le petit like, d'accord? Un câlin à tous. Ai-je parlé des pompiers? Non, il y a eu une vidéo très sympa qu'on a tournée avec eux, montrant pourquoi il ne faut pas jeter de l'eau sur une casserole d'huile en feu. C'est bien que vous regardiez cette vidéo parce qu'elle va plus ou moins dans la même direction que ce qu'on a pensé faire dans cette série dont je vous ai parlé. Donc, si vous aimez cette vidéo, ça vaudra peut-être le coup d'en enregistrer d'autres.